Nous allons ouvrir ces travaux sur la neutralité du net. Dans cette session sur la neutralité du net, donc, qui a été coordonnée par Ingrid Obregon, que je salue, qui fait sa thèse sur la neutralité du net neutralité du net à l'ère des gouvernements ouverts, et qui développe une approche comparée entre la France et la Colombie, qui donc est un sujet qui lui tient à cœur. Et donc, je la remercie vraiment pour avoir réuni l'ensemble des personnes qui sont présentes autour de cette table ronde. On va essayer d'avoir des interventions qui seront de 10 à 12 minutes pour quand même pouvoir laisser quelques minutes pour le débat. Donc, dans cette session vont intervenir Louis Fougin, qui va arriver dans quelques instants, de OpenRoute France. Interviendra également Federico Schmidt, qui est à ma gauche, sur la dualité du web versus la neutralité, qui représente Scalien Eurologiciel. Interviendront ensuite à ma droite Inès Jousset, qui est avocate au cabinet Baker & McKenzie, qui interviendra sur la question de la neutralité des contenus et de la protection des données. Donc en fait, c'est plutôt bien, c'est dans la continuité de la session d'hier qui a terminé justement à 8h, on traitait de la question de la neutralité de la protection des données. Ensuite, nous aurons une intervention en binôme entre Ingrid Obregon, que je viens de vous présenter, donc qui est chercheur à l'Université Paris 1 et qui fait sa thèse sur la neutralité du net, et qui nous présentera un sujet sur la neutralité de l'Internet dans le constitutionnalisme latino-américain, et qui nous fera cette présentation avec Cielo Rusinque, qui est chercheur à l'Université Paris 2, Panthéon-Assas. Comme quoi, la neutralité du net est aussi un sujet qui est neutre, puisqu'on réunit autour de la même table Paris 1 et Paris 2. Ensuite, interviendront Vincent Lemaire, qui, chercheur à l'Université Paris 1, nous présentera la notion de neutralité du net, et la notion de neutralité du net par rapport à la notion du principe d'égalité. Et enfin, nous serons dans une démarche un peu plus prospective, puisque nous verrons avec Quentin Sgar, qui est également chercheur à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, qu'aujourd'hui, nous devons plus simplement nous interroger sur la question de la neutralité du net, mais plus largement, il est nécessaire de s'interroger sur la question de la neutralité des algorithmes. Donc, ça nous permettra de conclure sur ces nouvelles formes de neutralité qui sont aujourd'hui nécessaires à l'ère du numérique, et voir que la question de la neutralité ne se pose plus simplement sur la question de l'Internet, mais plus largement sur tout ce qui traite du numérique, puisque la neutralité n'est pas... l'outil technologique n'est pas forcément neutre, et je pense que c'est ce que nous aurons l'occasion de débattre au cours de ce matin. Donc, on va commencer peut-être par l'intervention de Federico Schmidt sur la dualité du web versus la neutralité. Bonjour, donc je suis Federico Smith de la société Scalien. Je vais vous présenter une vision relativement globale en fait sur la dualité du web versus la neutralité. Donc mon sommaire se découpe en 4 parties: l'Internet, gouvernance et industrie, les enjeux de la propriété intellectuelle sur le software, le contenu et l'ensemble des brevets qui s'y rattachent, le big data, le nouveau pétrodollar du XXIe siècle, et puis quelques réflexions et idées sur ces différents sujets. Alors l'Internet, la gouvernance et son industrie. Tout d'abord, quelques nouvelles du monde sur ces 3 dernières années. Tout avait explosé à l'époque avec Dilma Rousseff dans le cadre de la surveillance via la NSA, à l'insu bien évidemment du Brésil. Et puis l'idée de vous montrer ces différentes dates et réactions géopolitiques ou autres,
c'est tout simplement montrer que ça va très très vite au niveau de l'Internet, qu'il y a de multiples intérêts croisés. Donc la neutralité du net avait été relativement attaquée aux États-Unis, notamment en janvier 2014, et puis différents éléments qui viennent démontrer un petit peu le principe de contre-mesure, notamment le Forum mondial de la société civile à New Delhi qui a vu naître la création de la JustNet Coalition, dont je suis membre avec Eurolink notamment, et puis des appels institutionnels, gouvernementaux à la création d'un Internet européen, notamment par le biais de Mme Merkel. Et un fait assez important en mars 2014, le département du commerce américain qui annonçait en fait la libéralisation et qui souhaitait repenser le rôle de l'ICANN, notamment en termes d'administration et de gestion des adresses IP et des noms de domaine qui s'y rattachent. D'ailleurs, la réaction des sénateurs français avait été de dire à l'époque que les débats autour de la gestion des noms de domaine ne s'arrêtaient pas là, même si l'Amérique faisait une annonce, disons, diplomatique. À partir de là, on voit tout de même que ça réagit très rapidement, notamment sur la révision du Telecom Package par le biais du Parlement européen. C'est notre réponse face à ce qui se passait aux États-Unis. Et puis aussi la suprématie entre guillemets américaine sur la question de l'Internet, que je pense tout à l'heure Louis Pouzin évoquera aussi, notamment par rapport au fait que Internet est une invention américaine en termes d'exploitation commerciale, ce qui pourrait être remis en cause puisque bon nombre de personnes ont participé à la création du web, dont notamment Louis Pouzin, fondateur du Datagram. Et puis notamment en février 2015, la Federal Communication Commission qui adopte une réglementation qui instaure le principe de la neutralité du net. Alors ça, c'était en 2015. Et puis, in fine, en mars 2017, Monsieur Trump qui adopte et modifie le décret sur la confidentialité des données sur Internet. Donc ça, c'est l'état de l'art aujourd'hui, si on peut l'exprimer ainsi. Et donc, qui gouverne le cyberespace, in fine? L'ICANN, sûrement que vous connaissez tous, qui est l'autorité de régulation, dont ses principales missions est de préserver la stabilité opérationnelle d'Internet, promouvoir la concurrence, qui peut être en soi relatif ou subjectif, ça dépend du point de vue, et puis assurer une représentation globale des communautés de l'Internet. Finalement, il faut regarder qui détient le pouvoir d'un point de vue technique et commercial. Alors, la petite représentation dans mon dos, au niveau des extensions, c'est pour vous démontrer en fait que 75% des opérateurs américains gèrent en fait 75% des extensions de nom de domaine des pays sont gérées par des structures américaines. Donc il y a une corrélation entre la maintenance technique et cette capacité en la matière pour justement avoir une certaine mainmise, disons clairement économiquement et d'un point de vue industriel. La particularité de l'Amérique, notamment au niveau de l'Internet, c'est de mettre en place un véritable monitoring, une véritable surveillance des assets de sa propriété intellectuelle, notamment avec le Digital Millennium Copyright Act créé en 2000, pour justement asseoir la suprématie de l'économie américaine, et sachant que ça c'est un fait assez particulier que peu connaissent, lorsque vous attaquez l'économie américaine et ses revenus, vous remettez en question la sécurité nationale américaine. Ça leur est propre. L'idée des enjeux de la propriété intellectuelle en termes de software, contenu et brevets, le principe est le même. Je souhaitais vous présenter en fait la classification des top 100 en matière de développement de soft. Donc comme vous pouvez le constater, il y a une certaine mainmise en la matière. 80% des entreprises sont américaines, 10% sont allemandes, 5% sont japonaises et 5% françaises, dont notamment en 15e position Dassault Systèmes pour la France. On retrouve exactement le même type de configuration quand on prend en fait l'industrie du contenu de l'Internet. Alors majoritairement, 83% du listing que vous trouvez sur la droite de ma slide sont représentés par des entreprises américaines, et dans le top 50, 86%. Et l'Europe se positionne entre la 31e place et la 49e place selon les pays. Alors j'avais volontairement rattaché la Suisse, même s'ils ne sont pas dans l'Union européenne, mais physiquement, notamment, ils y sont présents, si on peut l'exprimer ainsi. La France, 14e avec Aquafadas, qui est un peu notre champion en matière de contenu de l'Internet. Ce qui était attendu comme potentiel économique entre 2010 et 2016, c'était 4,2 milliards de dollars en termes de revenus directs
dans le cadre de l'économie du G20. Et alors, là où le bas blesse, entre guillemets, pour nous, Européens, en matière de demande de brevets, l'idée c'était de vous montrer les chiffres clés sur lesquels on a un réel progrès à effectuer via la transformation digitale. Donc tout ce qui va toucher aux technologies médicales, les communications digitales, tout l'environnement des mesures, simulations, bandes test, l'environnement de pompes, de turbines, en fait toute la question de notre industrie, entre guillemets lourde, qui pour beaucoup a disparu ou qui est chancelante. L'environnement digital permet des transformations et, pour notre part, pouvoir développer de véritables industries en la matière et de l'employabilité. On retrouve toujours ce principe, entre guillemets, de compétition dans le dépôt des brevets européens. Des chiffres clés très rapides, l'Asie 38%, les Européens 33%, les Américains 23% et les autres 6%. Idem sur les brevets qui sont délivrés par pays. Les Européens restent premiers, les USA 23%, l'Asie 22%, les autres 4%. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est cette classification. Les top 25 en termes de dépôt. Vous retrouvez des entreprises issues de tous les continents. Alors ce qui est intéressant avec ces chiffres, et je vous invite à aller regarder justement le bureau d'enregistrement des brevets européens, c'est que ces chiffres ont complètement évolué en 3 ans. Initialement, les Asiatiques étaient entre guillemets bons derniers. Les Européens en avaient toujours la primauté, mais ça a évolué. Et justement, l'évolution s'explique de par la construction de leurs brevets, de trademarks, donc des brevets, des marques, et puis l'établissement d'une industrie complète, que ce soit des pure players de l'Internet jusqu'à des supercalculateurs, puisqu'aujourd'hui, la Chine, entre autres, est le numéro 1 en la matière, en matière de high computing. Alors les opportunités pour nous, Européens, elles sont vastes. La recherche et le développement, la capacité de l'employabilité, justement, ce que je devais énoncer au préalable, la croissance économique et, in fine, une forme de stabilité continentale qui se traduit, entre autres, en Europe par la création de lois. Et c'est une partie de notre identité, ce progrès par des lois qui sont propres à l'identité, soit française ou européenne en l'occurrence. Le big data est le nouveau pétrodollar. Alors, le nouveau pétrodollar du XXIe siècle, je pense que vous avez déjà entendu ce terme utilisé à de multiples reprises. Mon objectif, c'était de vous montrer, en fait, comment les États-Unis ont créé, en fait, une nouvelle industrie pour une nouvelle forme de domination. Alors, tout a commencé par la militarisation du web, notamment en 2013, avec un consortium pour la naissance du programme COSE, qui est assez peu connu du grand public, où l'idée, en fait, c'était d'utiliser la maturité des services américains suite à PRISM, que vous avez dû sûrement entendre parler. Et puis l'introduction du prédictif, notamment, dans le cadre de la détection du crime. Avec une particularité dans le cadre de ce programme, la capacité de casser le Bitcoin. Peu de gens le savent, mais les Américains savent faire la traçabilité du Bitcoin avec les opérations SWIFT bancaires. Et puis notamment l'intégration de l'intégralité des départements de défense, 200 acteurs en tout, entreprises et universités inclus. Et à partir de là, M. Barack Obama a demandé en fait une sorte d'audit par le biais de ses conseillers de la Maison-Blanche sur le potentiel de Big Data pour l'économie américaine. Alors, le livre blanc en question se nomme Seizing Opportunity and Preserving Values. Ce que j'ai voulu mettre en avant en fait avec la préface, le document fait à peu près 700 pages, mais il est mentionné très clairement en préface qu'avec Big Data, les États-Unis vont évincer l'intégralité des juridictions des pays sur lesquels ils ont un véritable intérêt économique, et notamment dans bon nombre de secteurs de l'économie. Et ça, c'était un peu pour faire un état de l'art en la matière et leur capacité à l'époque. Et ça, c'était en 2014. La particularité, je dirais, de la position américaine, notamment ce que j'ai voulu vous montrer, c'est le flux de données qui est capté massivement justement par les structures américaines, soit issues du monde privé, ou soit les agences américaines de surveillance. Parce qu'ils ont une particularité de déclassification de la donnée qui permet d'abreuver l'ensemble de leur économie par la suite. Ça, c'est propre à l'Amérique par rapport à notre usage, nous, Français, de l'ouverture, entre guillemets, des secrets d'État. Ils ont vraiment une autre vision des choses.
Le business, avant tout, c'est vraiment le principe de numérique. Ce que je voulais vous montrer, c'est surtout l'accroissement en fait, des IoT, des devices. Déjà à l'époque, en 2013, on était à 5 milliards d'appareils, et on va basculer vers 31 milliards d'objets vraisemblablement connectés d'ici 2020, avec une grande particularité, c'est le volume des données. On est à plus de 62% de croissance annuelle au titre de ces données, donc ça explose complètement. Et malheureusement, moins de 20% de ces données font l'objet d'une véritable protection. L'idée, c'était de vous montrer, suite à ce cheminement de la militarisation du web, comment ils ont créé justement l'intégralité de l'industrie. Alors, on le voit relativement mal, mais vous imaginez bien, puisque c'était le but de mon procédé, les influenceurs sont pour beaucoup des structures américaines. Il y a une logique suite à la naissance justement de ce nouveau procédé et l'usage de l'analyse prédictive, de l'établissement d'un véritable socle pour évoluer et avancer au titre du big data et au titre de l'intérêt des entreprises américaines. Alors il y a un véritable challenge de la communauté internationale et nationale autour de ces enjeux. Moi je prendrais l'angle sous le principe de l'éthique et puis les aspects juridiques, notamment les inquiétudes du monde. Alors j'intitule ça, moi, la confiance numérique, les sujets qui fâchent, et puis surtout le paradoxe du droit. Alors, on voit émerger de nouvelles initiatives, notamment en termes de bots, avec l'intégration aujourd'hui de l'intelligence artificielle, et puis notamment dans le cadre d'un... Tous les éléments que j'ai pris sont sur le mois de septembre, vous avez dû en entendre parler, notamment Facebook qui a été condamné en Espagne à hauteur de 1,43 milliard d'euros au titre de la protection des données personnelles. Le lancement du premier bot de conseil juridique par Juriste Europe. Le Conseil national numérique avait émis une note très inquiet par le Privacy Shield, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas de couverture en tant que telle, même si on peut mentionner théoriquement que c'est le cas, mais ensuite vous avez la problématique des serveurs miroirs. Et puis surtout, un élément qui est quand même très important qui est à prendre en compte, la problématique de renseignement et d'espionnage industriel militaire. Aujourd'hui, vous avez 58 programmes de surveillance et d'espionnage qui sont dits officiels, répartis sur 8 pays, et les États-Unis, à eux seuls, représentent 24 programmes. Et puis les différents discours, et notamment débats de ces 2 derniers mois, autour de l'intelligence artificielle, notamment la déclaration de M. Poutine qui avait fait pas mal de bruit sur ce sujet, l'échange, entre guillemets, le clash entre M. Elon Musk et Mark Zuckerberg. Donc on voit bien que tout cela remue les inquiétudes planétaires, quels que soient les continents, tout le monde est considéré, et il y a une véritable logique stratégique d'avoir un pas d'avance sur son concurrent, potentiellement son partenaire, en intégrant justement et en déployant l'intelligence artificielle de nos jours. Un fait aussi important, en mai 2017, Facebook et Google et Microsoft qui ont fait un appel en commun à revoir les programmes de la NSA en matière de surveillance. Et en mai 2018, justement, la mise en application définitive de la direction européenne de protection des données personnelles, qui pour ma part, je pense, est un véritable avantage concurrentiel et économique pour les entreprises en Union européenne, et qui par la même occasion sera une capacité à modérer la bestialité et l'appétit féroce de certaines entreprises, quelle que soit leur bannière. Pour ma part, moi je pense, en fait, c'est ma perception et c'est mon constat, finalement on est tous surveillés et puis on est tous égaux au regard de la surveillance et du traitement des données et comment elles peuvent être utilisées. Alors, la question qui me vient à l'esprit, c'est quel monde on souhaite construire et quel monde souhaitons-nous surtout, puisqu'on a un certain nombre de challenges au vu de l'usage des métadonnées, de la donnée augmentée, moi c'est plutôt le terme que j'utilise en général, la supra-information, avec 6 topics qui vont être le droit et la propriété intellectuelle, l'économie, la recherche et le développement, la sécurité, les infrastructures de ces mêmes pays, et puis la démocratie. Et je me pose la question suivante. Est-ce qu'un algorithme peut-il être neutre ? Par défaut, il est programmé, donc il est relativement orienté. Et c'est sur cette question que je terminerai mon intervention. Pouvons-nous admettre qu'un algorithme
et neutre. Voilà, c'est terminé. C'était assez rapide peut-être, mais l'idée c'était de vous donner une vue d'ensemble sur les enjeux de l'Internet et tout ce qui s'y rattache. Alors, très bien, je vous remercie. En fait, vous avez très bien, à mon avis, introduit le décor. Et vous avez montré que, en fait, derrière toute cette problématique, on a une question d'influence. Alors, je voudrais préciser quelque chose. Quand vous dites influence américaine, c'est influence des États-Unis. Oui, absolument. Parce que je ne suis pas sûr que sur le continent, et j'en suis même certain, sur le continent américain, l'approche est différente. Notamment, je vois certains représentants du Brésil. Je sais que les Brésiliens sont assez sensibles à la question de la neutralité. Et en réalité, on voit que Internet, qui est un produit qui est né aux États-Unis, c'est un produit qui est présenté comme venant des États-Unis, notamment du fait de l'influence d'ARPANET, etc., qui est un produit donc qui est plutôt occidental à la base, est un produit qui devient de moins en moins occidental. Et donc, derrière cette question de la neutralité, alors c'est peut-être un peu provocateur ce que je dis, mais c'est aussi la question de vouloir défendre des idées occidentales à des personnes qui ne seront pas occidentales. Et donc, ça va être toute la question justement des rôles d'influence et de savoir si on arrive à faire en sorte que 10% des internautes, et je pense que ça va encore plus descendre, imposent une vision à 50% d'asiatiques. Et ça va être ça l'enjeu. Et on voit bien que derrière la gouvernance de l'Internet, ça commence déjà à se poser. Donc vous avez bien présenté le décor et je pense qu'on aura l'occasion dans le débat de revenir sur cette question. Mais derrière cette question d'influence, il y a aussi, à mon avis, la notion de la définition. Parce que un Internet neutre, c'est pas forcément la même conception pour tout le monde. Et derrière cette définition, en réalité, il y a l'influence. Et c'est pour cette raison que, avant de vous passer la parole pour vous présenter un peu l'expérience européenne, où on va voir comment l'Europe essaye d'imposer une certaine forme essaye d'imposer un certain cadre juridique, avant de traiter de cette question, et avant de traiter de l'exemple ibéro-américain, qui sera aussi un autre exemple, je vais passer la parole à Vincent Lemaire, puisque son intervention s'intitule « La neutralité du net, évolution étrange du principe d'égalité ». Et je pense que ça sera l'occasion peut-être de fixer un cadre plus général et de nous préciser un certain nombre de critères importants sur ce que doit être le principe de neutralité ou sur la manière dont on peut concevoir le principe de neutralité aujourd'hui. Donc, Vincent, vous avez la parole, mais je crois que vous avez un PowerPoint. Oui, je vais prendre place. Je vais devoir prendre mon ordi parce que... Permettez un instant, je vais prendre mon ordi parce que celui-là a des problèmes de chargement. Donc, permettez un instant que je mette en place la présentation. Et évidemment, ce n'était pas prévu que ça se passe aussi mal. Alors, le temps que ça soit installé, est-ce que je sens, j'imagine, une ou deux personnes qui ont des questions. Je regarde et je sens bien qu'il y a une ou deux personnes qui ont peut-être des questions. Donc, est-ce qu'il y a une question par rapport à l'intervention, la première intervention, le temps que le PowerPoint tient précis non, ça passe. Enfin, on y arrive.
y arrive, excusez-moi. Il y a une question sur la... Oui. On peut l'admettre. On peut clairement l'admettre. Après, je n'ai pas réponse à tout en soi. Mais l'idée, c'est d'ouvrir le débat et le sujet sur ce propos. Pour ma part, je pense que c'est quand même relativement orienté. Puisque l'impartialité face à une notion de neutralité ou même des bottes juridiques, là, c'est quand même une spécificité qui nous est propre en tant qu'être humain, les jurisprudences et autres. Est-ce que l'algorithme est en mesure d'intégrer cette sensibilité ? C'est difficile de répondre à cette question, clairement. Même s'il y a de très fortes avancées en la matière, avec Sophia récemment, le robot qui a eu la nationalité au Moyen-Orient, d'Arabie Saoudite. Personnellement, je pense que oui. Tel qu'il est programmé, il est déjà orienté. Donc, est-ce qu'il sera en mesure de respecter des notions de neutralité ? C'est difficile. Mais je pense qu'en effet, c'est un peu une réponse, en effet. Alors, l'intervention est prête ? Je prendrai votre question après, sauf si elle est très courte. Alors, posez votre question. Non, c'était simplement par rapport à ce que vous disiez sur la question d'occidentalisation de certaines cultures, orientales, etc. Il me semblait qu'il y avait aussi le mouvement exactement contraire, par exemple Telegram, qui est une application extrêmement utilisée en Iran, même l'application. C'est un peu notre... Est-ce que vous pouvez... Je ne suis pas sûr qu'on vous entende. Oui. C'est juste pour qu'on puisse vous entendre. Est-ce que vous pouvez reformuler la question pour que la caméra puisse prendre votre question ? D'accord. Simplement, Parlez plus fort et je pense que ça sera bon. Simplement, voilà, on expliquait qu'il y avait peut-être une occidentalisation par le biais des algorithmes et des valeurs entre guillemets de ces algorithmes incluées dans leur formule. Il y a eu une occidentalisation par ce biais-là culturel, mais il y a aussi peut-être une orientalisation d'une part de l'Occident sur certaines applications, et d'autre part, je pense que c'est intéressant aussi d'étudier une sorte peut-être de communautarisation. Il y a beaucoup de cultures orientales qui privilégient certaines applications effectivement qui ne proviennent pas du tout de l'Occident. Ce n'est pas nécessairement national non plus. Donc voilà, je pense que c'est un mouvement de va-et-vient aussi qui ne peut pas se résumer à une occidentalisation. C'est simplement une remarque que je peux faire. Merci beaucoup. Votre intervention est prête ? Et je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ces questions dans le cadre des débats. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'un concept qui, a priori, peut paraître évident ne l'est pas autant parce qu'on doit avoir une approche complexe qui repose sur les communautés, qui repose sur les nationalités, qui repose sur la culture. Et je pense que c'est ça que je voulais essayer de traduire à travers votre intervention. Bonjour à tous. Alors, évidemment, il a fallu que ça... Alors bon, voilà, on y est enfin, j'y arrive. Alors bonjour à tous, Vincent Lemaire, merci de m'accueillir près de vos réflexions. Doctorant à Paris 1, je vais vous faire un topo sur cette étrangeté qu'est le principe de neutralité au regard du principe d'égalité. Parce qu'on retrouve ces nuances-là, en tout cas elles font partie d'un même nuancier qu'il est intéressant de confronter. Alors tout simplement, donc, la neutralité, elle est issue dans un premier temps d'un héritage français, puisque l'héritage français, il est le suivant. Tout simplement, on a eu un opérateur historique, France Télécom. France Télécom, dont les logos sont anciens, pour ceux qui se rappellent, c'était un régime de droit public avec tout simplement le principe d'égalité.
principe d'égalité qui était prééminent à l'époque. Je dis bien effectivement à l'époque, dans le service public. Dans les années 90, on a eu cette vague de libéralisation, et notamment, pour le dire, cette privatisation des secteurs des télécoms, avec notamment la loi numéro 90-1170, etc. Bref, on passe de la fin d'une obligation positive d'égalité, hein, qui s'adressait à l'époque pour l'opérateur, et on dresse ensuite une mission d'examen qui appartient à l'autorité de régulation. D'accord ? Il y a une forme d'externalisation, ou en tout cas un éclatement. Concrètement, l'autorité est chargée de veiller à un principe à l'époque, en 90, à l'époque, l'autorité était chargée de veiller. C'est plus l'opérateur qui a cette responsabilité. C'est une autre personne, l'ARCEP, l'ART, ensuite l'ARCEP, qui était chargée de veiller à un principe d'égalité de traitement. Et évidemment, afin d'avoir un objectif de résultat, conserver un accès au réseau public, quelles que soient les conditions. Donc, l'héritage français. Et parallèlement, dans les années 2000, la réflexion américaine s'est également penchée sur cette question-là. Donc, on peut se féliciter qu'en France, nous avions en fait un principe de neutralité grâce au principe d'égalité de fait. Les Américains se sont penchés sur cette question et évidemment, ils ont eu un rapport beaucoup plus économique que nous. Hein. Tim Wu, juriste américain, je ne vous la refais pas, a déduit, ça c'est important, il a déduit du réseau, et non pas comme nous en France, une volonté politique d'égalité, il a tiré de l'analyse en observant selon lui la neutralité du réseau, il en a déduit ce principe. Un principe qu'il qualifie de non-discrimination, d'accord ? Alors que nous sommes dans une égalité de traitement, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais continuons. La Commission fédérale des communications aux États-Unis a fait une déclaration de principe en 2005 qui nous explique plusieurs droits. Enfin, en tout cas, elle attache à la neutralité plusieurs droits. Celle que je vous décris ici, choisir et d'accéder au contenu licite, choisir et d'accéder aux applications et services licites, bien évidemment, le droit de connecter n'importe quel device, encore, quel abruti, mais n'importe quel dispositif connecté. Et surtout, et ça ce qui nous intéresse, je vous ai mis une petite alerte, c'est à la fois la non-discrimination de l'information et surtout la transparence des pratiques susceptibles de réduire cette non-discrimination. D'accord ? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il en reste ? Eh bien, tout simplement que nous avons adopté la position américaine, hein, tout benoîtement que nous sommes, puisque en 2010, l'ARCEP a rendu un rapport qui s'appelle « Neutralité de l'Internet et des réseaux ». Et concrètement, la neutralité, pour elle, c'est une double exigence, simple. Une double exigence. Et c'est intéressant parce que cette double exigence, c'est les warnings que je vous avais mis tout à l'heure, et que ces warnings de tout à l'heure n'ont pas été directement précisés par la Commission fédérale. Ce n'est que le directeur, quand il a démissionné, comment on appelle ça, il me semble que quand il a démissionné, il avait ajouté en addendum à ce rapport-là. C'était vraiment le directeur qui avait poussé ces deux principes, que l'on retrouve dans le rapport de l'ARCEP, et qui considère dans ce rapport que, 1, les échanges entre utilisateurs dans la couche haute ne doivent être ni empêchés ni restreints dans les pratiques des opérateurs de la couche basse. C'est-à-dire que les services ne peuvent pas être empêchés, les utilisateurs de services et de contenu ne peuvent pas être empêchés par les opérateurs de réseau en dur, c'est-à-dire les câbles, pour faire simple. À côté de ça, les demandes d'acheminement de données soumises au réseau dans des conditions équivalentes doivent être traitées de manière équivalente. En conclusion, toute discrimination, là ça se passe mal, en gros, c'est l'interdiction de toute discrimination des contenus, surtout des contenus, quelle que soit l'origine, la nature et la destination. OK ? Alors, ce paradigme qui se présente pose quelques difficultés. D'accord ? Quelques difficultés, en tout cas en termes de reconnaissance, puisque la reconnaissance européenne a été très difficile, même si elle est récente,
puisque, on va être clair, hein, la position européenne a été d'abord contre la neutralité, une prise d'intervention assez sensible, et puis ensuite on s'est rapatrié vers la directive de 2015 qui pose à l'article 3 le droit d'accéder aux informations et aux contenus diffusés, d'utiliser, fournir, etc. Avec des terminaux de son choix, le lieu, l'utilisateur final, etc. Bref, un droit qui est reconnu à tous les opérateurs économiques, qu'ils soient destinataires ou pourvoyeurs de services, avec une obligation de... C'est vraiment pas le jour, je suis vraiment désolé, c'est vraiment pas le jour. Quoi qu'il en soit, une obligation pour les opérateurs de traiter également tout le trafic, sans discrimination, discrimination eu égard aux destinataires, au contenu, etc. Enfin, classique. En France, il aura fallu attendre 2015 pour pouvoir sédimenter tous ces événements, avec la loi pour la croissance, l'activité, l'égalité des chances économiques. C'est la fameuse loi dite Macron, hein, quand il était ministre, la loi Macron, les bus Macron, c'est la loi des bus Macron, c'est celle-là. Elle est intervenue pour poser une obligation pour le CPCE, le respect par les opérateurs des communications électroniques, du secret des correspondances et du principe de neutralité. Alors, le principe de neutralité n'étant pas défini, il a fallu attendre la loi de 2016, République numérique, qui, très simplement, a renvoyé au règlement. Donc, finalement, on n'a pas si bien travaillé en France. On parle alors, malheureusement, de principe d'équivalence. On parle de principe d'équivalence. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'une déduction du réseau. Donc, c'est la contemplation du paradigme et non pas une décision politique, d'un choix politique d'égalité entre les utilisateurs. Donc on n'est pas du tout dans la même approche, si je puis dire. Également, la question de la neutralité n'est pas abordée de la même façon, puisque la neutralité est d'abord, avec un principe d'égalité, assumé par les risques sont assumés par l'opérateur, tandis qu'avec un principe de neutralité, là, c'est le consommateur qui va prendre le risque. Je m'explique. Dans la mesure où le calcul entre, comment on appelle ça, entre le degré d'acceptabilité de la restriction, c'est-à-dire l'atteinte, et comment ça s'appelle, la performance de l'opérateur, eh bien, c'est offre et demande. Et le problème, c'est que c'est au moment comment ça s'appelle, du consommateur que, je m'exprime mal, c'est au moment de l'adaptation, le bon équilibre entre le coût pour l'opérateur et le coût pour le consommateur que va s'adapter. Et ce n'est que lorsque le consommateur se déportera sur un autre opérateur ou se fera sanctionner par l'ARCEP que nous allons avoir une restauration de la neutralité. Ce qui est donc en fait une prise de charge parce qu'en fin de compte, c'est le consommateur qui va assumer les atteintes avant la rectification. Également, la question des aménagements. En France, le principe d'égalité, on en connaît deux. Principe de base, deuxième année de droit administratif, c'est vous dire, c'est l'intérêt général ou des circonstances d'espèce qui sont en rapport avec l'objet du service, initialement. Et bien là, quel est-il puisque les restrictions, l'atteinte à la neutralité du principe, quel est-il? Ben, elle est très simple, c'est uniquement les nécessités du réseau, l'intégrité du réseau. Et oui, on peut imaginer qu'effectivement, afin d'éviter les attaques en déni de service, on peut restreindre les flux de réseau pour pouvoir contrecarrer cette attaque. Hein, par exemple, donc, on peut les évoquer, je les avais évoqués l'année dernière. Donc, voilà. Donc on voit comment on peut changer la nature de l'atteinte. La première, c'était l'intérêt général et des situations différentes objectives. Là maintenant, ce sont des impératifs de réseau, des impératifs d'opérateur. On n'est plus du tout dans la même logique. Donc je pose la question, hein, c'est à débattre. Est-ce que cela veut dire que l'intégrité du réseau, cela signifie donc l'intérêt général? Est-ce que l'intégrité du réseau, c'est l'intérêt général?
Est-ce qu'il y a une équivalence? Est-ce que si on fait un parallélisme, une comparaison entre la nécessité de la restriction du principe de non-discrimination, est-ce qu'on peut considérer que le réseau, l'intégrité du réseau, c'est l'intérêt général? Alors là, on est en plein délire de webcentrisme. Hein. On peut parler d'idéologie de webcentrisme. Quoi qu'il en soit, c'est terminé pour moi. Et je vous remercie. Vous pouvez me contacter à ces adresses si vous avez besoin. Merci à vous. Je suis encore désolé pour les problèmes techniques. C'est vraiment pas mon jour. Monsieur Gilles. Merci beaucoup. Vous en faites pas. Ça a mal passé? C'est bon, lâchez. Merci beaucoup Vincent pour cette intervention dynamique. Je retiens, c'est que on voit déjà que la notion de neutralité n'est pas évidente en soi. Je pense que peut-être que d'ailleurs Ingrid Aubregon reparlera un petit peu de ça tout à l'heure sur la notion de neutralité. Alors je ne sais pas si elle en parle dans son intervention, mais elle en parle dans sa thèse. Donc on attend avec hâte qu'elle puisse soutenir sa thèse, mais je sais que c'est une notion qui lui tient, c'est un concept qui lui tient à cœur de montrer qu'il n'y a pas une notion de neutralité, qu'on peut avoir différentes approches, en tous les cas qu'il est parfois difficile d'avoir un consensus sur ce que peut être la neutralité. Mais donc pour revenir à votre intervention, je retiens la différence d'approche entre principe d'égalité, principe de non-discrimination, et tous les juristes savent très bien que l'égalité et la non-discrimination, ça n'a pas forcément les mêmes conséquences. Je retiens également, en filigrane de votre intervention, le rôle du régulateur. Parce que vous avez parlé de l'ARCEP. Et c'est vrai qu'on l'oublie parfois, mais le principe de neutralité, c'est un principe qui est reconnu, mais c'est un principe qui est débattu dans la doctrine, mais il faut qu'il soit mis en œuvre. Et pour la mise en œuvre, il faut un régulateur. Et ce régulateur, il n'existe pas dans tous les pays. On n'a pas de régulateur au sens de l'ARCEP qui soit reconnu dans tous les pays du monde, alors que Internet, c'est un réseau mondial. Donc déjà, on voit que le principe de neutralité, en soi, peut poser des problèmes de mise en œuvre, parce que tous les pays ne sont pas avec le même encadrement juridique. Donc je voulais revenir par rapport à l'ARCEP et prolonger vos propos. Et j'ajouterais que l'ARCEP ne doit pas, enfin l'ARCEP ou même une autorité de régulation, ce n'est pas forcément la garantie d'un principe, d'un objectif. Un régulateur, c'est pas si vous mettez un régulateur, que ça y est, c'est la panacée, que c'est terminé, qu'on n'a plus à se poser de questions. C'est vrai, mais l'avantage d'avoir un régulateur, c'est qu'on a au moins une institution qui existe et qui n'existe pas forcément dans tous les pays. Alors, comme vous avez parlé du modèle français et que vous avez commencé à introduire aussi le modèle européen, j'en profite pour passer la parole à Maître Inès Jousset, qui va nous présenter la neutralité des contenus et la protection des données. J'imagine qu'il va nous parler du droit européen. Absolument. Comme M. Gilles vient de nous l'expliquer, il n'y a pas encore tout à fait aujourd'hui de définition de la neutralité du net. Mais on peut dire que la neutralité de l'Internet va renvoyer au principe de liberté de la communication, et que l'un des objectifs de la neutralité du net sera de permettre à un utilisateur d'accéder à des contenus de façon non discriminatoire. Dans cette optique, que perçoit l'utilisateur ordinaire, vous et moi, en matière de neutralité des contenus? Certains exemples sont assez parlants, et on peut notamment citer celui des achats ordinaires. Vous allez acheter un smartphone, une tablette ou un ordinateur, et à peine franchi le seuil du magasin, votre nouvel achat sera prêt à être utilisé. En fait, il sera chargé, il aura un OS préinstallé et des applications par défaut. Un navigateur, par exemple, ou bien une application de carte, un moteur de recherche, un lecteur de vidéo. Il est vraiment prêt à l'emploi. Alors c'est très commode si vous voulez tout de suite vous servir de cette tablette pour actualiser vos scores à Tetris, etc. Mais dans certains cas, le problème que l'on peut avoir, c'est que ces applications ne pourront pas être désactivées ou supprimées. Parfois, elles peuvent être désactivées, mais pas supprimées. C'est-à-dire que l'idée pour le fabricant d'équipement derrière est de permettre à l'utilisateur de restaurer la configuration par défaut de son équipement. Mais ces pratiques, même si elles visent à protéger indirectement l'utilisateur, sont en réalité très favorables aux opérateurs, puisqu'ils vont pouvoir lier les applications aux différents systèmes d'exploitation
et potentiellement détourner les utilisateurs finaux d'autres services. Donc là, on verra peut-être un choix limité pour l'utilisateur. C'est ce que l'ARCEP qualifie de politique de référencement et de mise en avant des contenus sur les terminaux, qui irait donc à l'encontre du principe de neutralité des contenus. Un autre exemple, c'est l'utilisateur qui interrogera sa tablette, toujours, en lui demandant de jouer la dernière chanson du top 50. L'intelligence artificielle, que ce soit Siri ou Alexa, celle que vous aurez interrogée, proposera un seul résultat sur une application. L'utilisateur n'aura pas choisi l'application qui lira le contenu, ou rarement. Il n'aura pas non plus le choix détaillé du contenu, c'est-à-dire qu'on ne lui proposera pas plusieurs versions de la chanson. Est-ce que ce sera la version enregistrée en studio, ou est-ce que ce sera la version radio ou un remix? Donc on peut voir là un risque qu'un intermédiaire puisse abuser de sa position sur un marché pour mettre en avant des services et des applications qui l'intéressent tout particulièrement. Mais quand on parle de position de marché ou d'abus de position de marché, on pense tout de suite au droit de la concurrence. En tout cas, c'est un réflexe que j'ai. Et ça nous montre un peu que le principe de neutralité est aux confins de plusieurs droits. Le droit de la concurrence, donc, comme on vient de le voir, ou bien l'exemple du zéro rating, qui, pour le résumer très brièvement, mais je pense que tout le monde ici connaît le zéro rating, est une pratique qui consiste à exempter de coûts le trafic qui sera généré à partir de certaines applications ou à partir ou vers certains sites. Par exemple, un utilisateur qui aurait un forfait de téléphone avec de la data limitée, on ne lui décomptera pas l'accès sur certaines plateformes de streaming de musique, par exemple, de son forfait, pour l'inciter à utiliser ce service plutôt qu'un autre. Le principe de neutralité est aussi aux confins avec le droit de la protection des données. En France, on est en train de sortir du régime classique de la loi informatique et liberté de 1978 pour s'orienter vers le règlement général sur la protection des données, qui sera d'application obligatoire au 25 mai 2018, donc dans un tout petit peu plus de 6 mois. Et le RGPD a été voulu comme un texte technologiquement neutre, donc qui devrait être capable de s'adapter aux évolutions à venir. On verra ce qu'il en est en pratique. Le principe de la neutralité du net est aussi en rapport avec le droit de la consommation, notamment certains droits qui ont été codifiés dans le Code de la consommation sur les aspects de récupération et de portabilité des données. Bien sûr, le Code des postes et des communications électroniques s'applique et on aura aussi des problématiques plus classiques sur les aspects contractuels. C'est un droit qui doit être réglementé au niveau français, certes, mais aussi au niveau européen, voire au niveau mondial, car les acteurs émanent aujourd'hui de toutes les régions du monde. On a bien sûr les GAFAM, mais leurs concurrents asiatiques sont en train aussi d'arriver sur le marché et donc les législations se multiplient. Il faudrait donc être assez vigilant sur les difficultés de mise en œuvre de la réglementation et des protections qui en découlent. Or, un Internet neutre est bien sûr un préalable à l'exercice des libertés numériques. Mais donc, en pratique, à qui va bénéficier le principe de neutralité des contenus ? Je voudrais juste faire une petite distinction séminologique. En matière de numérique, on parle souvent d'utilisateur final, d'utilisateur de service, ou bien encore d'utilisateur de communication électronique. Mais en matière de protection des données personnelles, on parlera plutôt de personnes concernées. C'est une notion qui est clairement définie dans les textes français et dans les textes européens et qui ne fait référence qu'aux personnes physiques. À partir de là, donc, c'est la personne physique, la personne concernée qui va bénéficier de droits, de plusieurs droits dont elle est de plus en plus consciente. Pourquoi cette prise de conscience par les personnes concernées de leurs droits ? En premier lieu, parce que l'information est beaucoup plus visible. Aujourd'hui, quand un internaute va charger une page web, il va être informé du dépôt de cookies. Ou bien, quand vous téléchargez une application, on va vous demander dans quelle mesure vous voulez partager vos photos ou les différents contenus que vous avez sur votre terminal. Et vous allez systématiquement donner votre consentement, notamment sur des questions de géolocalisation. Si vous ne donnez pas votre consentement, beaucoup de services vous seront refusés. Les problématiques de données personnelles sont aussi relayées dans la presse. Au début, on ne parlait de ça que dans la presse spécialisée, puis maintenant dans la presse économique et dans la presse généraliste. Tout ce qui est violation des données personnelles, les grandes failles de sécurité qui touchent des millions de personnes, parfois des États même, sont relayées dans la presse parce qu'elles sont impressionnantes et permettent aussi aux personnes concernées de prendre conscience de ce qui se trame dans leurs usages du quotidien. Quel est l'objectif du RGPD, qui est donc un texte médiatisé ? Le texte a pour objet de rééquilibrer en fait, le rapport de force entre les fournisseurs de services d'une part et les utilisateurs. Pour ce faire, il essaye d'offrir un cadre juridique assez sécurisé aux fournisseurs de services et de renforcer le pouvoir qu'ont les utilisateurs sur leurs droits, sur leurs données.
L'ARCEP a une expression intéressante. L'ARCEP parle de régulation par la data, qui consisterait, selon elle, à donner aux utilisateurs les moyens de s'informer donc par l'open data. Et l'idée est qu'une fois informé, le consommateur va à son tour devenir un petit régulateur qui pourra orienter le marché. En matière de protection des données personnelles, l'idée est la même. On estime que plus la personne concernée sera informée, mieux elle sera à même de se protéger et de décider de ce qui sera des utilisations en fait, qu'elle acceptera de ces données ou pas. L'objectif du RGPD est partagé au niveau français dans la loi pour une république numérique, ex-loi Le Maire, qui cherche à renforcer ce qu'on appelle le droit à l'autodétermination informationnelle, qui n'est pas un droit d'origine française. Enfin, le concept était connu en droit français, mais l'expression autodétermination informationnelle vient en réalité du droit allemand. Il s'agit d'affirmer le principe de la maîtrise par l'individu de ces données, et donc de lui permettre de décider de la communication, puis de l'utilisation qui sera faite de ces données. La personne concernée va donc pouvoir être en mesure d'exercer ses droits. Mais d'abord, il s'agit de savoir quels droits et contre qui. Contre qui, la question n'est pas anodine, parce qu'entre l'utilisateur final et les contenus qui sont mis à sa disposition, il y a beaucoup d'intermédiaires. Il va d'abord y avoir les terminaux avec leurs fabricants, exportateurs, importateurs, les détaillants, les hébergeurs de données, bien sûr, les fournisseurs d'accès Internet et les opérateurs de transit. Pour tous ces maillons en fait, vont s'enchaîner pour permettre à l'utilisateur d'accéder au contenu. Mais contre qui l'utilisateur va-t-il pouvoir agir ? La personne concernée ne saura pas nécessairement à qui s'adresser, c'est pas évident. Est-ce que si vous avez un problème de données personnelles sur votre tablette, est-ce que c'est un problème de logiciel ? Ou bien est-ce que c'est un problème contractuel ? Ces éléments ne sont pas clairs du côté de l'utilisateur, mais rassurez-vous, ce n'est pas nécessairement clair non plus du côté des responsables de traitement. Ils ont parfois du mal à déterminer entre eux leurs responsabilités. Et le RGPD met en place un nouveau régime, celui de la co-responsabilité. Donc il faudra que les responsables de traitement entre eux s'assurent de bien déterminer leur rôle pour pouvoir répondre au mieux aux demandes des personnes concernées. Sachant que... Oui, donc pour résumer, il est essentiel que la personne soit bien informée pour que sa demande soit traitée dans les temps, puisque les sanctions qui pèsent sur les responsables de traitement sont particulièrement importantes. Avec l'entrée en vigueur du règlement européen, les sanctions pourront aller jusqu'à 4% du chiffre annuel mondial d'une entreprise ou 20 millions d'euros. Merci. Donc des sanctions vraiment importantes. Donc quel droit la personne concernée va-t-elle pouvoir mettre en œuvre ? Le règlement a pour objectif donc, de renforcer les droits des personnes, des droits préexistants, et en a créé des nouveaux. Dans les droits classiques que vous connaissez certainement, on a le droit d'accès, le droit à la rectification des données et le droit à l'effacement des données. C'est les petites lignes que vous avez en dessous des formulaires quand on vous informe de tous ces droits, mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Toute personne concernée pourra demander à un responsable de traitement de lui communiquer les informations que ce responsable de traitement a et qui concernent la personne concernée. L'idée est de permettre à la personne concernée de pouvoir les rectifier, de les mettre à jour s'ils sont erronés. Par exemple, si vous continuez à recevoir de la prospection commerciale sur une adresse email dont vous n'utilisez plus, ou bien sur un numéro de téléphone qui a depuis changé de main. Ce droit permet aussi de demander la suppression des données à la fin d'un traitement. À partir du moment où vous fermez votre compte sur une plateforme de streaming de musique, vous pouvez leur demander de supprimer les données qu'ils ont et qui vous concernent directement et qui ne vous intéressent plus. Un des droits que propose le RGPD est aussi le droit à la limitation du traitement. C'est un droit qui est un tout petit peu particulier parce que c'est une sorte de droit d'opposition temporaire et justifié. Le texte offre aussi le droit de s'opposer en fait au traitement, et donc c'est un droit qui s'exerce à tout moment et qui doit être justifié, sauf pour la prospection commerciale qui, elle, ne repose pas sur des motifs légitimes. À tout moment, vous pouvez demander à ce que la prospection soit arrêtée. Une des grandes nouveautés du texte européen et qu'on retrouve aussi en droit français, c'est le droit à la portabilité des données, qui en fait est censé vous permettre de récupérer les données qui vous concernent et que vous auriez mis par exemple sur une plateforme de streaming, demander à ce responsable de traitement de vous les communiquer pour les déplacer ensuite sur une autre plateforme. En pratique, c'est une bonne idée, en théorie, c'est une bonne idée, mais la pratique peut s'avérer plus complexe puisque si vous prenez l'exemple des plateformes de streaming,
Seuls les contenus qui sont proposés sur les deux plateformes et qui sont probablement concurrentes, vous ne pourrez retrouver ces contenus que s'ils sont proposés sur les deux plateformes. Or, les plateformes ayant des intérêts économiques, il se peut qu'ils produisent certains artistes ou certains contenus plus que d'autres. Donc on retrouve là une problématique liée à la neutralité des contenus. Et j'aimerais souligner que les problématiques des droits des personnes et des neutralités des contenus sont amenées à évoluer, puisque dans la loi pour une république numérique, le texte prévoit que l'ARCEP sera à même de saisir la CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de toute question relevant de la compétence. C'est une sorte de saisine réciproque, et l'on peut espérer que ces deux régulateurs, l'un du marché des télécoms et l'autre des données personnelles, arriveront ensemble à protéger le droit de consommateur. Je vous remercie. J'ai invité M. Pouzin à se déplacer pour pouvoir intervenir. Alors, je pense que je n'ai pas besoin de présenter M. Pouzin. Alors, j'ai repris pour cette présentation quelques titres du journal Le Monde en ce qui concerne M. Pouzin. Le journal Le Monde qui avait titré M. Pouzin, pionnier de l'Internet, après avoir titré l'homme qui n'a pas inventé Internet, mais avoir expliqué qu'en fait, il était à l'origine d'Internet. Et c'est vrai que c'est grâce à des chercheurs comme M. Pouzin que la France a toujours su être à la pointe en termes de nouvelles technologies. Et je pense que vous aurez peut-être l'occasion d'en parler. Mais l'un des problèmes des chercheurs, c'est d'être confronté à la décision politique. Et peut-être que si vous aviez eu un peu plus de décisions politiques, aujourd'hui, on aurait une autre forme d'Internet qui ne serait pas l'Internet tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors, je vous passe la parole et je pense que vous allez pouvoir nous exposer tous ces enjeux. C'est ce micro-là, c'est celui qui ne fait pas de bruit. Bon, bonjour tout le monde. Tout simplement, si vous voulez en savoir plus sur ce que j'ai fait dans l'Internet, vous regardez Wikipédia, il y a à peu près l'essentiel là-dedans. Donc la neutralité du net, c'est typiquement le genre de problème qu'on peut poser de manière qui n'est pas de solution. Parce que d'abord, c'est quoi la neutralité et c'est quoi le net? Alors, d'abord, parlons du net. Tout dit, il y a l'Internet, mais l'Internet, c'est des milliers de réseaux. Certains sont locaux, d'autres internationaux, d'autres ont une couverture un peu nationale, mais ils ont toujours tendance à sortir des frontières. Donc finalement, l'Internet, c'est un certain nombre de vues de réseaux, la vue sur les réseaux. Alors pour le client, c'est son terminal et ce qu'il peut en obtenir. Ça, c'est ça l'Internet pour lui, ce qu'il voit sur l'écran ou ce qu'il paye par mois. Mais en fait, techniquement, il y a plusieurs morceaux là-dedans. En les mélangeant, on n'y comprend plus rien. Si vous prenez qui fournit la communication, c'est les opérateurs qui sont soit des anciennes sociétés de téléphone ou bien des nouveaux opérateurs qui se sont mis sur le marché pour offrir de la communication, de données, mais aujourd'hui, tout est donné, hein, que ce soit de la voix, de l'image, ce sont des bits qui se promènent. Donc il n'y a plus de distinction suivant la technologie du signal. La technologie du signal, c'est toujours maintenant les paquets qu'on appelle IP, ça veut dire Internet Protocol. Alors ça, c'est maintenant généralisé. Et de ce fait, à ce niveau-là, on ne peut pas distinguer si on se sert de la voix ou si on se sert de jeux ou de n'importe quoi. Alors bien entendu, il n'y a pas seulement les opérateurs, il y a aussi les pays, parce que les pays ont des gouvernements. Alors évidemment, il y a les gros gouvernements, les petits, et puis les gouvernements minuscules. Certaines îles du Pacifique sont des États, et le gouvernement, c'est la famille qui gère l'île, c'est tout. Hein. Donc quand on veut résoudre tout ça dans la même apparence, ça ne marche pas très bien. Donc ce qui fait que déjà la notion de net n'est pas claire. Imaginez une route où il passe des piétons, des cyclistes, des motards, des
des camions, un chemin de fer et tout ça. Ça, c'est l'Internet, ça. Hein. Parce que on a souvent dans la tête l'idée que c'était comme le réseau du téléphone, où le service étant unique, on pouvait à la rigueur parler de ségrégation ou d'égalité, parce que tout le monde avait le même service. On pouvait évidemment avoir des priorités, des lignes, etc., des lignes privées, enfin tout ça, il y avait quand même quelques exceptions. Mais on peut dire qu'en général, on avait le même service téléphonique, plus ou moins bon, plus ou moins mauvais. Hein. Mais ça dépendait des infrastructures locales. Alors, dans le cas de l'Internet, on oublie qu'en fait, l'infrastructure de communication est un système complètement multiservice. Et ça, le nombre de services qui sont disponibles là-dessus se développe, on pourrait dire, de manière constante. Alors, ce qui fait que, du point de vue du consommateur, c'est difficile à comprendre parce qu'il n'a pas en tête le fait qu'il y a de multiservices. Et chaque consommateur d'un service peut toujours imaginer des arguments pour dire que il est mal servi par rapport aux autres, hein, parce qu'il n'a aucune preuve de toute façon. Alors ça, c'est une façon de ne pas avoir de solution. Alors, je crois qu'on pourrait laisser peut-être à la fin de la conférence, si vous avez des conclusions, des choses comme ça, un débat conclusif, disons, on peut parler de qu'est-ce qu'il faut faire. Hein. Mais je n'irai pas jusque-là. Je dirais simplement qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays qui, à certains moments, avaient trouvé la formule miracle pour définir la neutralité. Par exemple, la Norvège, il y a 5-6 ans. Et puis, c'est complètement tombé à l'eau parce qu'il y a eu le mobile. Hein. Le mobile, alors ça a tout foutu par terre parce que les réseaux mobiles n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques de capacité de transport et même de qualité que les réseaux qui ont des conducteurs physiques, que ce soit de la fibre ou du cuivre ou du coaxial ou n'importe quoi, ou du hertzien. Donc le fait est que le mobile aujourd'hui est un réseau sur lequel il est très difficile d'avoir beaucoup de services de grande qualité, vu que les fréquences disponibles sont beaucoup plus réduites que ce qu'on peut avoir avec les câbles. Alors, ce qui fait que déjà, si on veut tout mettre sur la même ligne, on n'a pas de solution correcte. Alors, aujourd'hui, il y a déjà dans le monde une complète confusion entre la neutralité américaine et la neutralité, on pourrait dire, de l'UIT ou de l'Union européenne, etc. Parce qu'aux États-Unis, il y a la guerre perpétuelle entre les groupes privés qui font de la communication, du contenu, n'importe quoi. Prenez Google, par exemple, prenez Facebook. Qu'est-ce qu'ils font exactement ? Ils font de la communication, de l'édition, de la propagande, etc. Ils vendent aussi des camelotes. Donc, ils n'ont pas un profil bien défini en ce qui concerne leur connexion avec la communication ou le réseau. Alors, donc, il y a tous ces groupes qui sont en fait souvent presque des monopoles mondiaux et qui se bagarrent entre eux pour avoir évidemment une part de marché et qui se bagarrent avec le gouvernement américain pour avoir le droit de faire ce qu'ils veulent. Alors, quand le gouvernement américain gagne un petit peu sur le terrain, la Federal Communication Commission, qui est toujours disputée, savoir quel est le président de la FCC ou le CEO. Est-ce que ce sera un démocrate? Est-ce que ce sera un républicain? Ça, c'est de la politique. Hein. Et au bout du compte, c'est simplement une bagarre entre le secteur privé, qui ne veut aucune régulation, et le secteur public, qui en veut une certaine. Alors, ils ont coupé la poire en deux, et ils ont d'abord défini ce qu'ils appellent le titre 2 ou 3, je ne sais plus. Enfin, ils ont séparé dans la régulation les domaines qui appartenaient à la FCC et les domaines qui appartenaient, on pourrait dire, aux opérateurs indépendants. Il n'y a pas d'opérateurs qui soient gouvernementaux aux États-Unis. Donc c'est finalement toute la faune des opérateurs privés qui cherchent toujours à gagner du terrain sur le pouvoir de la FCC. Alors en fait, la réglementation a été définie plutôt en termes de fréquence, c'est-à-dire ce qu'ils appelaient le large bande, c'est-à-dire jusqu'à 19002 à peu près, c'est ridicule, c'est presque un pipi de chasse, hein.
Donc, il avait laissé à la FCC la partie, on pourrait dire, basse des fréquences. Et tout le reste, c'était chacun ce qu'il peut avoir. Alors, le reste du monde, en général, est considère plutôt la neutralité comme une certaine manière de créer quelque chose qui soit plus justifiable, qui soit plus acceptable, compte tenu qu'il faut tenir compte des richesses du pays, qu'est-ce qu'il peut mettre comme argent dans ces infrastructures, du fait qu'il y a ou non monopole, des pays où il y a toujours un seul opérateur, et puis d'autres où il y en a 3 ou 4, en France il y en a 4 par exemple, et puis il y a aussi le fait que il y a des réseaux qui sont spécialisés, par exemple les réseaux de distribution de contenu, c'est ceux qui font le transfert d'informations entre les bases de données et les consommateurs. Ça, c'est une catégorie de réseaux, on appelle les CDN, qui sont en général complètement invisibles, mais ils sont très importants, et ils font beaucoup d'argent, évidemment, en transmettant les données des autres. Alors, ça veut dire que l'ensemble des partenaires au niveau de la transmission de données est très important. C'est des milliers de réseaux et qui sont souvent transnationaux. Alors, ça, évidemment, ça complique la vie. Et puis, il y a le fait qu'il y a toujours l'État, quelque part, qui essaye d'introduire des contraintes qui sont normalement destinées à faire évoluer la situation vers quelque chose soit de plus économique, soit de plus on pourrait dire, égalitaire. Mais là aussi, il y a beaucoup de retard à l'allumage et il y a des contraintes de politique, d'infrastructure, de budget, etc. C'est-à-dire que c'est jamais très clair. Donc, on ne peut pas attendre de la situation actuelle une réponse facile à ce qu'on appelle la neutralité. Parce que la neutralité vue par l'ARCEP, la neutralité vue par les opérateurs, ou la neutralité vue par les consommateurs, c'est chacun sa neutralité. Ça dépend de la manière dont ils se servent des réseaux et de ce qu'ils espèrent en tirer comme revenu. Il y a quelque temps, je ne sais pas si ça dure encore, il y avait la guerre entre Free, par exemple, et un opérateur américain, parce que il ne voulait pas transmettre des images pour lesquelles il n'avait pas obtenu le droit de les distribuer. Enfin, des choses comme ça, quoi. Bien entendu, la bagarre est souvent à un niveau des avocats, c'est-à-dire qu'on se base sur des textes qui sont plus ou moins incontestables et on fait une guerre d'avocats. Ça prend du temps et ça coûte cher. Donc, la neutralité du réseau, aujourd'hui, il faut en parler avec beaucoup de pincettes parce que ni le réseau ni la neutralité ne peuvent être définis à l'heure actuelle d'une façon qui soit à la fois cohérente, compréhensible par tout le monde et on pourrait dire justifiable en termes soit de budget, soit de non-discrimination, quoi. Bon, je préfère stopper ici puis laisser le problème ouvert pour qu'est-ce qu'il faudrait faire. Je vous remercie, M. Pouzin, pour cette intervention très, très intéressante et qui fait aussi le lien avec ce que vous disiez précédemment. Alors, pourquoi il fait le lien avec ce que vous disiez précédemment? Parce que indirectement, vous avez parlé de la neutralité de contenu et vous avez parlé des monopoles et du fait que ça pouvait représenter des enjeux de services, de consommation, etc. Et je fais le lien avec votre intervention également quand vous parlez des groupes de monopoles mondiaux qui se bagarrent pour avoir des parts de marché. Alors pourquoi je fais le lien? Pour prolonger vos propos et me dire ce qui me semble préoccupant aujourd'hui, c'est que certains géants, et vous allez comprendre que je pense notamment à Mark Zuckerberg, qui ne souhaitent plus simplement gagner des parts de marché, mais qui, je dirais, souhaitent gagner des parts de démocratie. Et là où, à mon avis, on peut avoir, et peut-être on pourra en parler tout à l'heure, mais là où ça devient inquiétant, c'est que certains se servent de ces réseaux sociaux pour faire passer certaines informations au détriment d'autres. Et on voit toutes les conséquences que ça peut avoir si demain un de ces géants de l'Internet décide de se présenter à une élection présidentielle
Tout ceci pour vous dire que la neutralité du net, la neutralité des réseaux, la neutralité des applications, la neutralité des algorithmes, toute forme de neutralité représente un véritable enjeu démocratique. Peut-être que vous allez pouvoir évoquer cette question dans votre intervention qui porte justement sur le droit constitutionnel. Merci, Monsieur le Président. Et bonjour à tous, c'est Laure Roussinck, doctorant en droit constitutionnel à Paris 2. Et je tiens à remercier notamment Ingrid Obregon, doctorante en droit du numérique à Paris 1, et grâce à qui j'ai connu tout récemment les principes de neutralité, un sujet que j'ai trouvé tout à fait passionnant, qui m'a beaucoup intéressé, et puis on a essayé de faire un croisement de nos recherches et de nos intérêts communs pour vous présenter une communication que j'espère qu'il va vous plaire. Je vais lire par la suite pour respecter le temps et pour pas par peur de me disperser. Donc, les principes de neutralité de l'Internet dans le constitutionnalisme latino-américain. Dans la doctrine, existent plusieurs acceptions du principe de neutralité qui sont plus ou moins acceptées selon le contexte où il s'applique. Néanmoins, il est possible de signaler un accord doctrinaire sur le fait que ces principes envisagent l'accès non discriminatoire au réseau de communication électronique dont l'Internet est le plus élargi. En effet, la nature de l'Internet est particulière par rapport aux autres réseaux de communication électronique, d'abord parce que l'Internet est né comme un réseau libre et ouvert, mais géré par une pluralité des acteurs, y compris le secteur privé, puis parce que l'accès à l'Internet est reconnu par l'ONU comme un droit de l'homme. Ce cadre général constitue le principe de neutralité comme un instrument de garantie des droits, tant pour les acteurs de télécommunications, secteur privé, comme pour les usagers. Pour ce qui concerne le secteur privé, des droits comme la liberté, la libre concurrence et la liberté d'exercer librement le commerce sont en jeu, ainsi que, pour ce qui concerne les droits des usagers, la liberté d'expression, l'accès à l'information ou même dans certains cas des droits sociaux, économiques et culturels tels que les droits à l'éducation sont en jeu. Ces deux catalogues de droits mentionnés représentent des intérêts divergents et concurrentiels qui font partie d'un cadre normatif fondamental consacré dans la plupart des constitutions du monde promulguées à partir de la deuxième moitié du XXe siècle et qui sert de base pour l'adoption et l'application du principe qui aujourd'hui nous occupe. Toutefois, force est de constater que malgré la nature libre et ouverte de l'Internet et l'existence du cadre normatif référé, dans la pratique, il existe des multifacteurs qui empêchent la mise en place du principe de neutralité du réseau. Entre ces facteurs, nous trouvons notamment l'assignation du nom de domaine par l'ICANN, à l'instar du ministère du Commerce américain, la nécessité des investisseurs et des interventions techniques pour permettre le bon fonctionnement du réseau venant du secteur privé, ayant des intérêts pas forcément neutres, comme aussi la nécessité d'intervention technique. Devant ces situations, il existe un secteur doctrinaire qui fait appel à la prise en compte des valeurs constitutionnelles et démocratiques afin d'éviter un Internet qui se développe sans équité sociale et en faisant accroître les factures sociales, économiques et culturelles. En effet, malgré les efforts doctrinaires qui ont été entrepris pour garantir l'efficacité de ces principes ainsi que le développement de différents types de normatifs internationaux visant sa réglementation, ces premières consacrations légales au sens strict du terme sont très récentes et sa mise en œuvre très variable d'un pays à l'autre. Partons du fait que depuis la vague constitutionnelle de la fin des années 80 et début des années 90 qui a eu lieu en Amérique latine, ces régions comptent avec un cadre constitutionnel plus ou moins homogène. Nous allons essayer de déterminer à partir de quelques présupposés généraux, d'une part, quels sont en théorie les deux possibles scénarios constitutionnels de réception de ces principes de neutralité en Amérique latine, et d'autre part, quelles sont les conséquences pratiques de ces deux cadres constitutionnels différents dans la mise en œuvre de ces principes. Alors d'abord, la première partie, quels sont les possibles scénarios constitutionnels différents de cette réception du principe de neutralité en Amérique latine? Le constitutionnalisme compte avec une tradition de plus de 2 siècles en Amérique latine. Toutefois, ce n'est qu'à partir de la transition démocratique qu'a vécu la région à la fin des 90 et avec la proclamation de toute une série de nouvelles constitutions et de réformes constitutionnelles gardant entre elles beaucoup d'éléments en commun, notamment sous l'emprise du constitutionnalisme européen de l'après-guerre, que les approximations au constitutionnalisme en Amérique latine, à partir d'une perspective régionale, sont devenues plus fréquemment
pertinente. En effet, bien que l'Amérique latine ne conforme pas à un seul système régional supranational comme l'européen, et que pourtant ne bénéficie pas des directives ou des instruments de régulation, coordination ou d'harmonisation régionale aussi développés qu'en Europe, les pays latino-américains partagent des relations et des facteurs économiques, culturels et sociaux d'intégration tellement riches et variés qu'une certaine homogénéité se reflète aussi dans les systèmes politiques et juridiques des pays qui l'intègrent. Or, malgré les similitudes mentionnées et la richesse de créneaux visant à démontrer l'existence d'un constitutionnalisme latino-américain autour des éléments communs qui caractérisent la région, force est de constater l'existence de différences qui ont permis l'identification de deux tendances courantes aux modèles différents. Les premières correspondent à ce que la doctrine majoritaire appelle le modèle néoconstitutionnaliste et le deuxième à celui dénommé par un secteur doctrinaire comme celui du nouveau constitutionnalisme latino-américain. Comme faisant partie du paradigme néoconstitutionnaliste en Amérique latine sont notamment identifiés les systèmes constitutionnels de Mexique, Brésil, l'Argentine et la Colombie, alors que comme système politique représentatif du nouveau constitutionnalisme latino-américain seraient notamment identifiés le Venezuela, l'Équateur et la Bolivie. Les différences fondamentales entre les deux modèles seraient déterminées tant par la manière comme ils ont été établis, comme par leur orientation économique. Les systèmes constitutionnels néoconstitutionnalistes, d'après cette classification, sont associés aux premières vagues constitutionnelles qui a eu lieu dans la région, fin des années 80 et début des années 90, sous l'influence tant du modèle constitutionnel européen, mais aussi par la mise en œuvre des directrices du consensus de Washington. Les constitutions identifiées comme faisant partie de ce modèle seraient caractérisées par l'établissement d'un large catalogue de droits fondamentaux et de droits sociaux, comme par la constitutionnalisation d'un modèle économique à tendance néolibérale qui difficulte ou limite leur pratique et leur garantie. En revanche, les constitutions proclamées sous l'influence du nouveau constitutionnalisme latino-américain seraient caractérisées pour être les produits des initiatives populaires pour faciliter l'exercice démocratique permettant un exercice continu du pouvoir par les peuples, par la méfiance vis-à-vis du pouvoir judiciaire qui pourrait se constituer en limite des justes demandes démocratiques d'une société en évolution, et enfin par l'établissement d'un modèle économique alternatif communautaire respectueux de la diversité culturelle et donnant la priorité aux questions sociales. Alors, en plus spécifique, le cadre néoconstitutionnaliste définit d'un côté les modèles politiques d'État constitutionnel caractérisés par la création des tribunaux, des cours constitutionnels et des mécanismes de contrôle conçus pour veiller à la conformité de toutes les normes produites dans le système juridique avec la constitution politique, ainsi qu'avec les principes et droits fondamentaux qui y sont établis. D'autre côté, il définit un modèle théorique caractérisé par l'approximation des conceptions jus naturalistes et jus positivistes du droit qui est produite par la constitutionnalisation des principes axiologiques dont surgit une connexion contingente entre les droits et la morale. Le droit, pour être valide, ne doit seulement accomplir avec certaines formalités procédurales, mais il doit aussi aspirer à la justice à la lumière de certains principes fondamentaux. Le néoconstitutionnalisme est aussi identifié comme une idéologie qui est différente du constitutionnalisme classique, dont la priorité était la limitation du pouvoir, priorise la garantie des principes et des droits fondamentaux reconnus alors comme normes juridiques applicables. Enfin, les autres caractéristiques sont attribuées au modèle néoconstitutionnaliste telles que l'établissement de constitutions rigides avec une vocation de permanence à long terme et donc avec une procédure très complexe de réforme, la montée en puissance de juges constitutionnels qui se retrouvent à avoir un rôle déterminant dans le système juridique et politique, et l'invasion du système juridique et politique par les droits constitutionnels, et d'autre part, pour être considéré adapté pour régler tant les questions du droit public comme du droit privé, d'autre part, d'accord, ok. Bon. Entre les principales, je vais passer vite, entre les principales critiques adressées à ce modèle constitutionnel se retrouve la manque de légitimité démocratique du modèle et d'État constitutionnel par une pratique judiciaire élitiste, d'un juge qui, sans bénéficier d'un soutien populaire ni d'une légitimité constitutionnelle, devient l'interprète politique de la Constitution en limitant la fonction du législateur. Pour ce qui concerne le cadre du nouveau constitutionnalisme, on a décrit à peu près les généralités. On va parler des critiques. Entre les principales critiques adressées à ce modèle constitutionnel se retrouve la montée en puissance de l'hyperprésidentialisme et par conséquent l'affaiblissement de l'équilibre de pouvoir, l'établissement des modèles économiques en
en s'opposant en théorie au modèle néolibéral et en défendant des principes tels que la protection de l'environnement, les droits de la nature, le développement soutenable et la multiculturalité, ainsi que des principes alternatifs comme le bien vivre, continuent à soutenir leurs économies sur une surexploitation des ressources naturelles, la proclamation des constitutions très détaillées, aspirationnelles et souvent contradictoires, et le recul dans la garantie de certains droits fondamentaux comme la liberté d'expression et d'association, et l'établissement d'un modèle politique qui soumet en permanence l'État à l'escrutin populaire sur l'initiative des gouvernements mis en place. Et maintenant, on va voir quelles sont les conséquences pratiques de l'assistance de ces deux modèles divergents de constitutionnalisme pour la réception du principe de constitutionnalité. Bonjour à tous. Comme l'a référé ma collègue, je vais vous présenter les conséquences pratiques de l'existence de ces deux modèles et des scénarios constitutionnels différents dans la mise en œuvre du principe de neutralité. Et la réglementation du principe dans les pays emblématiques du néoconstitutionnalisme en Amérique latine, donc on retrouve la Colombie, Mexique, Brésil et l'Argentine, ont déterminé dans leur constitution politique l'accès aux services publics en conditions d'égalité, les télécommunications étant considérées faisant partie. Et ces pays ont aussi établi des lois cadres en matière de télécommunications consacrant les principes de neutralité. La Colombie à travers de la loi 1450, le Mexique à travers la loi de 2014, le Brésil aussi en 2014. Et dans le cadre général de la liberté d'expression, la non-discrimination et l'inviolabilité des communications sont toujours à l'issue du principe de neutralité, alors que la consécration des principes comme la liberté des choix, la transparence, la liberté de concurrence et la concurrence loyale varient d'un pays à un autre, bien que la détermination des lois cadres qui consacrent les principes de neutralité est considérée comme une des questions nécessaires pour la garantie de ces standards de l'Internet libre, ouvert et inclusif par la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Le contenu de ces lois, en termes généraux, révèle non seulement cette consacration légale comme un outil pour la garantie de ces principes, mais aussi comme une opportunité pour échapper à son application, que ce soit de manière expresse dans la loi, à travers les exceptions, que ce soit par la voie de son interprétation à convenance. D'autre part, la réglementation du principe dans les pays emblématiques du nouveau constitutionnalisme, sachant que deux des quatre pays du nouveau de la CAN font partie de cet nouveau constitutionnalisme, il existe la décision 462 de la CAN, décision de la CAN qui détermine dans son article 36 les droits des usagers par les pays membres à un traitement égalitaire, non discriminatoire, ainsi qu'à la libre élection du fournisseur d'accès aux services et aux connaissances des tarifs. Maintenant, pour ce qui concerne la réglementation à l'intérieur de chaque pays, on a retrouvé que Venezuela est régie par une loi organique de télécommunications à partir de 2011 qui, comme dans la constitution politique, contient un large catalogue de garanties et de droits pour les citoyens, ayant jusqu'à déterminer, par exemple, que toutes les personnes ont accès au réseau mondial de l'information Internet. Nonobstant, dans la pratique, au Venezuela, l'efficacité du principe de neutralité reste très liée au vouloir du gouvernement. En Bolivie, dans la loi des télécoms, elle est expédiée en 2011 et consacré le principe de neutralité technologique, mais pas le principe de neutralité du réseau. Dans la pratique,
les offres zéro rating sont une pratique tolérée par le gouvernement. Autrement, il est important de souligner ici que la Constitution a établi comme finalité et fonction essentielle de l'État l'établissement d'une société juste, fondée sur la décolonisation, la non-discrimination ni l'exploitation, qui sont très particulières à la Bolivie. En Équateur, le principe de neutralité de l'Internet est déterminé par la loi organique des télécommunications à partir de 2015. Ce principe y est consacré parmi d'autres, tels que le développement et la libre concurrence dans le secteur des télécoms. Le principe de neutralité y prend forme à travers la détermination d'un catalogue des droits des usagers et des devoirs des fournisseurs. Nonobstant, cette loi attribue aux fournisseurs la capacité à développer les actions techniques qu'ils considèrent nécessaires pour l'administration adéquate de réseau. Même si la loi ne détermine pas le significat de l'administration du réseau, elle renvoie à l'Union internationale de communication pour y prendre la définition et cette indétermination se prête pour des interprétations ambiguës de la loi en détriment du principe même. En conclusion, on va vous dire que dans le constitutionnalisme en Amérique latine a été établi un cadre général qui permet tant une application restreinte du principe de neutralité comme une application plus élargie. L'observance de ce principe, et on est un peu tous d'accord sur ces sujets, dépendra de chaque pays et de la volonté du gouvernement à travers la réglementation et à travers l'application des politiques publiques. Même si l'Amérique latine bénéficie d'un cadre constitutionnel et légal plutôt satisfaisant pour les prestataires des services de télécommunications, l'efficacité reste encore restreinte en Amérique latine par rapport aux usagers. Les taux et les conditions d'accès, même s'ils sont progressifs, démontrent cette affirmation. La montée en puissance du réseau au niveau mondial et de l'Amérique latine en particulier font du principe de neutralité un instrument indispensable pour l'exercice optime des droits fondamentaux et ainsi qui contribue à la consolidation des sociétés plus démocratiques, inclusives et équitables. D'autre part, ces principes constituent un instrument déterminant pour la garantie des standards juridiques internationaux des sociétés démocratiques contemporaines auxquels les pays d'Amérique latine ont adhéré. Autrement, dans le cadre juridique des pays du néoconstitutionnalisme, la mise en œuvre du principe de neutralité démontre que malgré la consécration légale, les interprétations de la loi ainsi que la volonté politique traduite en politique publique restent déterminantes pour cette efficacité. Enfin, l'accès à l'Internet dans des conditions neutres et équitables est le moyen de garantir dans les modèles virtuels une partie très importante des principes constitutionnels, raison pour laquelle les efforts pour son application ne doivent pas être négligeables. Bon, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Ingrid, déjà pour votre intervention et d'avoir réuni ce panel qui nous a permis d'avoir des débats. On va passer dans quelques instants à la dernière intervention. Et comme le temps avance, vous comprendrez que le temps des débats sera très limité, mais ça ne vous empêche pas de continuer les débats en dehors. Mais ceci étant, comme je ne veux pas que vous soyez frustrés, je vous annonce déjà qu'en réalité, ce que nous faisons ce matin n'est que l'acte 1, puisque je viens d'avoir l'accord en direct de la possibilité de prolonger à une autre date dans le courant de l'année ce débat. Donc, je pense qu'on pourra se retrouver dans le courant de l'année à une date qu'on trouvera pour pouvoir approfondir ces questions et avoir un petit peu plus de temps, parce que dans quelques instants, il faudra laisser la place à d'autres interventions. Donc, je retiens ceci étant de votre intervention, Ingrid et Cielo, la nécessité d'efficacité qui est liée au vouloir
la nécessité d'avoir deux volontés, à mon avis, qui est importante. La première volonté, c'est la loi. Il faut le cadre juridique, mais comme tout juriste le sait, la loi ne suffit pas, il faut l'application. Et on en revient encore à cette nécessité d'avoir un régulateur qui soit réellement efficace. Parce que quand on voit le cas du Venezuela, connaissant le contexte actuel, on ne peut pas imaginer que la loi soit réellement mise en œuvre. Mais pour terminer, je passe l'intervention à Quentin Sgard qui va nous présenter la neutralité des algorithmes, qui est également son sujet de thèse. Bien sûr, il n'aura pas suffisamment de temps en 5 minutes pour nous présenter. Donc, ça sera une introduction avant la poursuite des débats dans une séance ultérieure. Oh, pardon. Alors, donc, j'ai promis de me chronométrer. Et donc, je vais poser la question. Pardon, le micro détend. Plus fort. Plus près. D'accord. On m'entend ? Très bien. Donc, je vais poser une question très simple. Qu'est-ce que l'Internet ? Qu'est-ce que l'Internet si ce n'est que de la donnée ? Ce n'est que de la data. L'Internet, ce n'est que de la donnée circulante, une donnée fixe à un moment, une donnée circulante, une donnée distribuée, une donnée qui est compartimentée en différents endroits. Et lorsque l'on s'intéresse à la question de la neutralité, on peut s'interroger si finalement une seule neutralité n'existe pas, une neutralité qui serait une neutralité qui est technique. Comme Ingrid tout à l'heure l'évoquait, son cadre réglementaire ne parle que d'une réglementation technique. Finalement, n'est-on pas qu'en face d'une régulation technique ? Par définition, une donnée, c'est un élément qui est brut, un élément qui n'a pas été interprété ni mis en contexte. Une donnée n'a aucune valeur économique, si elle n'est qu'une donnée. Une donnée n'est pas de l'information. Une donnée est un élément physique, un élément technique. C'est ce qui distingue la donnée de l'information. La donnée devient une information lorsqu'elle est interprétée grâce à une mise en contexte. Enfin, et lorsque non seulement la donnée est interprétée, mais encore comprise, c'est-à-dire assimilée et utilisée en vue d'une décision puis d'une action, exemple l'affichage d'une page Internet ou d'une application, alors cette information devient un savoir et une connaissance. Les données tirent leur force et leur valeur des opérations de production, de circulation, d'agrégation, de mise en forme dont elles font l'objet. La transformation des données en information et en connaissances nécessite un traitement. Et c'est exactement ce traitement que permettent les algorithmes. Un algorithme, lui, c'est quelque chose qui va intéresser fortement un mathématicien. C'est une suite finie d'opérations, d'instructions déterminées qui vont permettre de mettre en perspective deux données ou une donnée et de lui faire afficher une information au travers d'une application ou information au travers d'une page Internet. La notion d'un algorithme, c'est que cet algorithme devient elle-même une information. C'est une information qui est croisée, qui est augmentée et qui est abondée. Les algorithmes qui sont programmés sous la forme de logiciels informatiques sont omniprésents dans le monde numérique. Et pourtant, chose qui est intéressante, c'est que l'algorithme en droit est peut-être l'objet qui est le moins protégé. Un logiciel est protégeable par le droit d'auteur. L'algorithme est un objet qui n'est pas protégeable par le droit d'auteur. Je vous laisse faire vos conclusions sur ce que vous pouvez faire de l'algorithme de Google et comment Google pourrait se protéger sur l'évaluation de son algorithme. Alors, il me reste 5 minutes, donc toute la partie sur Big Data, je dois la passer, je suis vraiment désolé. Je vais simplement vous poser une question. La mise en œuvre des algorithmes font que toutes les plateformes, et lorsque j'entends parler de loyauté des plateformes, de neutralité des plateformes, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose qui n'existera jamais, pour une seule raison, c'est que l'objectif de neutralité va s'exposer à nos propres comportements humains. Vous êtes et nous sommes le résultat des algorithmes. Nous sommes à l'origine des algorithmes. Nous mettons l'information sur l'algorithme. Nous utilisons nos comportements humains pour faire naître l'algorithme. À partir du moment où nous, en tant qu'êtres humains, mettons une valeur, une intelligence artificielle dans cet algorithme,
Cet algorithme, lui, ne pourra pas être neutre, car il devra être retraité pour en retirer tous vos comportements. Je prends un exemple, je n'ai vraiment plus le temps de développer le sujet. Je prends un exemple, je pense que vous vous souvenez qu'il n'y a pas si longtemps que ça, lorsque vous tapiez un nom et un prénom sur Google, l'autocomplétion de Google venait vous présenter quelques petits exemples. Franc-maçon. Je peux faire une liste des termes. Venez compléter sur la présupposée appartenance parfois même à une race ou à une religion. Pourquoi? Non pas par l'algorithme de Google, ce n'est pas Google qui veut cela. Il me reste une minute, je n'ai vraiment plus le temps. Ce n'est pas Google qui veut ça, ce sont vos et nos comportements humains qui sont le résultat de cet algorithme. Et par définition, l'algorithme, la neutralité de l'algorithme n'est pas possible. L'Internet neutre, à mon avis, et là c'est mon avis, n'est pas possible. Une neutralité technologique, technique, c'est quelque chose, à mon avis, et c'est la seule neutralité sur laquelle nous pouvons nous entendre. Je vous remercie.